Voilà, donc bonjour à tous. Donc le propos est un peu ambitieux, je crois qu'on a à peu près 10 minutes. Vous entendez? Non, mais vous entendez? Ah, c'est carrément très près. Hein. Donc du coup, voilà, il y a normalement un PowerPoint qui s'affiche. Donc le propos est un peu ambitieux. En 10 minutes, c'est se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une crise sanitaire. Voilà, donc ça c'est bien puisqu'il y a l'OMS qui aide beaucoup là-dessus. Le deuxièmement, c'est parler du changement de paradigme pour avoir les bonnes solutions et un esquisse de début de solution, parce qu'on renonce à rien, puisque le reste intervient justement le fait qu'on change de paradigme et qu'on crée des nouveaux outils. Alors, si on passe au constat, donc il y a une crise sanitaire qui est clairement dénoncée ou disons supportée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2006. On parle de fléau, on parle d'épidémie des maladies chroniques, épidémie des maladies chroniques, et qui mettent en cause depuis les propos de 2011 dans l'OMS, dans une déclaration signée par 184 chefs d'État, qui mettent en cause le développement économique et social de nombreux pays. Donc on a bien un constat qui date de 2006 et qui a été amplifié en 2012. Alors, qu'est-ce que le deuxième slide dit que l'Organisation mondiale de la santé en Europe dit les choses suivantes, vous pouvez les lire, 86% des décès et 77% de la charge mortalité sont dus aux maladies non transmissibles. Donc il y a effectivement une évolution considérable des maladies. Jusqu'au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on mourait de maladies infectieuses, et maintenant on est face à une montée très impressionnante des maladies chroniques et effectivement une réduction forte des maladies infectieuses, surtout dans les pays en voie de développement. Alors la question c'est pourquoi? Alors l'OMS toujours dit, depuis en 2006, dès 2006, qu'on peut réduire 80% des maladies cardiaques, des accidents cardiovasculaires et cérébraux et des diabètes de type 2. Et on peut même réduire de 40% des cancers. Voilà le diagnostic fait par cette organisation. Et elle fait le constat qu'effectivement, s'il y a une montée, qu'on assiste encore, il n'y a malheureusement pas de réduction de ces maladies chroniques, il y a plutôt une augmentation forte, eh bien, ça va mettre en cause les systèmes d'assurance maladie solidaire. C'est ça l'enjeu économique qui était constaté encore par cette organisation. Donc, il est nécessaire de mener une action globale pour freiner leur épidémie. Voilà. Donc, les slides suivants, pour aller assez vite, vous pouvez lire ou pas, je ne sais pas, mais je l'ai souligné dans le PowerPoint, que les maladies non transmissibles représentent à l'échelle mondiale l'un des principaux défis pour le développement du XXIe siècle. Et ce qui est très important, c'est qu'elle été signée par 184 représentants d'État, des chefs d'État. Si on passe au slide suivant, sur le constat, parce qu'a priori on est assez d'accord sur le constat de la crise sanitaire, quoique, puisque si on regarde la stratégie nationale de santé présentée par notre ministre de la Santé, le volet environnemental n'est pas présent. On est toujours sur la maladie comportementale qui est importante, réduction du tabac, de l'alcool, faire du sport, manger des fruits et des légumes, ça c'est très comportemental, mais rien sur les causes, la suppression des causes, selon nous. Et si on va sur le stade de la directrice générale de l'époque en 2011, elle reprend ce que je vous ai dit, c'est une catastrophe imminente, une catastrophe pour la santé, pour la société et surtout pour les économies nationales. Donc le constat au niveau mondial, au niveau de cette organisation, qui n'a pas dans son champ l'environnement, c'est une demande qu'on fait en termes sur le plan institutionnel, j'y viendrai à la fin de mon propos, on voit que normalement le diagnostic est bien porté. On devrait normalement définir des actions. Alors, si on regarde un document qui date de 2005, projection encore de l'OMS, on voit qu'il y avait 60% de causes liées à la maladie chronique et 40% de maladies infectieuses. Donc, il y avait une baisse très significative depuis 2005 des maladies infectieuses, donc on peut s'en réjouir. Et qu'aujourd'hui, en projection en 2005, en 2015, au niveau mondial, on avait 70% d'origine maladie chronique et 30% de maladies infectieuses. Donc on peut se réjouir de la baisse des maladies infectieuses, mais si on regarde le diagramme de droite, vous avez
pense que vous pouvez voir la légende, donc vous ne voyez pas les légendes. Donc en bleu, c'est les maladies transmissibles, en orange, les maladies non transmissibles. On regarde qu'effectivement, le premier pavé, c'est les pays pauvres. Vous avez les légendes juste en dessous. Hein. Et le reste, c'est les traumatismes. En bleu ciel, je veux dire, ou gris-bleu, je ne sais pas. Quand vous voyez le chapitre, vous voyez que quand le revenu est faible, il y a quand même un poids des maladies infectieuses très important, et plus on est riche, moins il y a de maladies infectieuses dès 2005. Si on regarde ces choses-là, donc on voit bien qu'effectivement, on est face à une évolution considérable des déterminants de santé, et premier diagnostic, on n'a pas changé l'organisation de la santé dans tous les pays. Donc on est en décalage par rapport aux causes. Si on reprend encore, donc le reste aime beaucoup l'ONS parce qu'il dit des choses auxquelles on est assez en partage, et c'est l'avantage d'être porté par un organisme reconnu. Et bien l'objectif, ce qui s'est fixé, c'est l'Organisme mondial de la santé, en 2014, c'était réduire 25% de la mortalité pour les principales causes de mortalité, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires. Les 4 grandes maladies pathologiques qui sont à l'origine de la mortalité. Et même, en 2014, ils envisageaient pour 2025 l'arrêt de l'obésité et le diabète. Aujourd'hui, le diabète croît à peu près de 5% par an dans les pays en voie de développement, enfin en développement. Et il était précisé que pour les pays comme les nôtres, comme la France, les pays développés peuvent se donner des objectifs plus contraignants. Voilà le contexte dans lequel nous évoluons. Si on passe au slide suivant, il y a eu une conférence à Montevideo le 27 et 28 octobre 2017 pour préparer la conférence de New York en septembre 2018 sur le même thème des maladies chroniques, avec des objectifs actualisés. Donc on parle de réduction de la mortalité prématurée de 30% en 2030. Et cette conférence a pour objet de préparer l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2018. Et d'ailleurs, le reste intervient beaucoup pour que la France soit leader, puisque certes, il y a beaucoup de critiques à formuler, mais sur les questions de santé mentale, notamment les perturbateurs endocriniens, la France est assez en pointe avec la Suède en Europe sur ces questions-là. On est le seul pays en Europe à avoir une agence nationale dédiée à la fois à la sécurité sanitaire, à l'environnement, à l'alimentation et au travail. Ça s'appelle l'ANSES, qui fait depuis sa création du travail, qu'il faut le saluer, puisqu'il y a beaucoup de critiques à faire, mais au moins on a une vision globale des problématiques de la santé dans la nouvelle acception de la santé, disons version 2017. La France, bien sûr, malgré ses avancées, on va dire, même si on les considère comme limitées, eh bien, elle est bien sûr concernée par l'explosion des maladies, les affections longue durée. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de personnes concernées par les affections longue maladie et de longue durée, et on a 5 millions de personnes en plus qui sont en maladie chronique non identifiées dans ce pavé affection longue durée. Ce qui veut dire que pour une population d'un peu plus de 70 millions d'habitants, il y a 20 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de maladies chroniques plus ou moins sévères. Une comparaison sur les voies de demain. Si on compare avec une économie comparable comme le Japon, on voit qu'on dépense 22% de PIB en plus en dépenses de santé. Et nous, on fait le corrélation, qui peut être discutable, toute une discussion. En fin de compte, il faut ouvrir les débats sur ces questions de santé mentale, quelles sont les causes, pour qu'on puisse le plus se partager. On voit ensemble, on voit qu'il y a 24% de maladies chroniques en plus en France. Donc on fait assez de corrélation qui est plus de dépenses de PIB avec plus de dépenses de maladies chroniques. Là aussi, on parle souvent de vieillissement de la population, je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais l'évolution de la référence, c'est de 1990 à 2012. Vous voyez que la population croît en France de 27%, et si vous regardez les évolutions de maladies cardiovasculaires, c'est pendant cette même période, c'est 124%. Si on regarde les cancers, c'est 102%. Si on a le diabète, c'est 240%. Donc on voit bien que l'explication à la fois du diagnostic et à la fois du vieillissement de population sont quand même assez fragiles par ces évolutions de ces pathologies qui sont maintenant considérées par l'OMS comme une épidémie. Donc une fois qu'on a fait le constat, eh bien il faut changer le paradigme.
Alors, la santé mentale, encore l'ONS, je vous dis qu'on aimait beaucoup le reste de l'ONS, définit en 1994, donc ça date maintenant de 23 ans, ce qu'était que la santé mentale. Donc vous pouvez le lire. Elle concerne également, donc elle dit, comprend les aspects de santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, psychiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Donc on voit bien que la problématique de santé avec cette montée de maladies chroniques, il faut redéfinir le concept de santé en ayant cette approche globale, où on peut dire écosystémique, hein, voilà, on peut l'appeler comme ça, écosystémique, pour prendre en compte cette nouvelle question. Alors bon, on a vu que globalement dans les années 90, il y a eu un changement important, puisque la définition des perturbateurs endocriniens date de 91, qui ont été vraiment popularisés par les travaux de Theo Colborn en 2002, en 1992, avec une Canadienne qui a fait des travaux auprès des lacs, qui était une américaine, mais qui a fait des travaux concernant l'observation des animaux, et plus particulièrement des chevaux et des oiseaux autour de ces lacs canadiens, et elle a mis en avant ces troubles de comportement liés à ce changement de l'environnement. Ça aboutit effectivement à cette prise de position de l'ONS. Donc si je vais vite pour que tout le monde puisse échanger. Donc on voit bien, on peut passer au slide suivant. La bonne nouvelle, on va l'annoncer en bonne nouvelle, parce que quand on parle de santé mentale, on parle beaucoup de difficultés. Oui, je vais très vite. On voit bien qu'il y a à la fin du 19e siècle, en fin de compte, on avait vécu la première, on parle de l'âge d'or de la santé mentale, c'est-à-dire qu'il y avait des maladies infectieuses, massives, et qu'on a su faire face par des solutions portant sur l'environnement, les goûts, l'adduction d'eau, l'habitat, les droits sociaux, l'éducation. Et voilà, et donc on parle des dernières épidémies de choléra en 1895 et la création d'une loi de santé en 1902. Donc on a les mêmes défis aujourd'hui. Donc si nos ancêtres y sont arrivés, on va peut-être pouvoir y arriver. Voilà. Donc je passe vite, respecter les délais sur le stade suivant. Donc on voit bien qu'il faut changer d'acception de la santé, c'est ce que je vous ai décrit, et on appelle ça la définition écosystémique, telle qu'elle est écrite. Donc je pense que vous pouvez la lire. Comme je vous l'ai cité, en passant au slide suivant, on voit qu'en France, depuis 2014, on a mis la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens. Donc il faut qu'on conserve ce leadership sur ces questions-là. Le slide suivant précise un peu cela. Donc on revendique que en 92 à Rio, il y a eu 3 piliers du développement durable, qui sont l'environnement, le social et l'économie, et qu'il nous paraît nécessaire d'aujourd'hui d'ajouter la santé, et que c'est bien gentil de bien s'alimenter, bien boire, bien respirer, mais selon l'ANSES, 80% des perturbateurs endocriniens proviennent de l'alimentation. Vous savez qu'il y a les états généraux de l'alimentation et le reste, comme beaucoup d'associations ont participé. Moi-même, j'ai participé à l'atelier du développement durable. Voilà, si on veut supprimer les causes d'affection, il faut agir principalement dans l'alimentation. Bien boire, c'est bien, de ne pas boire d'alcool, mais de boire de la bonne eau. Aujourd'hui, les normes qui régissent la qualité de l'eau en France datent des années 60. Depuis est arrivée massivement la chimie, notamment. Et donc on voit bien qu'il faut réviser les normes. Et nous allons organiser un colloque le 22 mars dans la Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l'ARS. Donc on peut faire des choses avec les agences régionales de santé, mais pas partout. Et le conseil régional. Et bien respirer, effectivement. On voit bien que les populations vivent massivement dans les villes et qu'on a des difficultés sur ce point-là. Donc je n'irai pas, donc nous préconisons, et je m'arrêterai là, pour tenir les délais, une loi santé mentale qui reprend les objectifs déjà précités, 25% de morbidité de maladies chroniques d'ici, une réduction de 25% de la morbidité de maladies chroniques d'ici 2030. La protection de générations futures, je n'ai pas pu citer, mais la période la plus importante, c'est les 3 premières années de la vie. Et là, il faut mettre le paquet sur la gestation et les 2 ans. Voilà. Juste un élément sur les structures. On pense qu'il faut transformer la protection maternelle infantile pour ces nouvelles missions.
cette institution a su répondre aux problèmes de mortalité infantile après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il faut permettre une orientation pour permettre justement une bonne vie fœtale et une bonne jeune enfant. Donc, de revoir l'institution, ça paraît capital. Et on propose, pourquoi pas, les états généraux de la santé mentale, si possible dès 2018, mais je pense que ça ne va pas le faire, mais dès 2019, pour faire un débat démocratique. Et le dernier slide, il y avait quelques propositions. On a fait 16 propositions à mettre au débat, donc un débat sur ces questions-là, un débat démocratique. Changement d'institution et bien sûr l'éducation et la formation à la fois des professionnels de santé et des citoyens. Et l'école est un passage obligé pour la formation. Et le gros problème, la résistance que nous avons, c'est que les professionnels de santé n'ont pas du tout de compétences en la santé mentale. Donc aujourd'hui, les médecins sont dépourvus, au lieu de les stigmatiser, sont dépourvus quand ils rencontrent un patient qui leur dit « mais pourquoi ça m'est arrivé? Quels sont les problèmes? Comment agir ?» Et aujourd'hui, les médecins ne savent pas répondre à ces questions. Voilà.